Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. En compagnie d'Alexandre Malafaille, fondateur du think tank Sinopia, et de Gilles Boutin, journaliste en politique économique au Figaro. Messieurs, on vient d'entendre ce philosophe, André Perrin, agrégé de philosophie. Ça va pas faire plaisir à Delphine Ernotte qui sera auditionnée, me semble-t-il, cette semaine. Commission d'enquête sur la neutralité du service public. C'était passionnant ce qu'il nous a raconté. Beaucoup d'argumentation, mais ça fait du bien de prendre le temps aussi, Gilles Boutin. Surtout avec une profondeur historique qui nous ramène aux grands mécanismes, aux grandes bascules. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est de toute éternité ce positionnement à gauche, surtout quand on est une jeune génération. Absolument. Or, on voit bien que tout peut être daté et que le tournant qui aurait été extrêmement positif, où on serait passé d'un RTF qui était sous la coupe de l'exécutif, tout simplement, à ce moment-là, si on était passé dans quelque chose de réellement pléthorique, ou alors d'honnêtement, qui se veuille le plus neutre, le plus factuel possible, ça aurait été formidable. Mais on voit bien qu'effectivement, il y a eu une emprise qui s'est installée et qui ne s'est jamais démentie. Donc je trouvais que c'était très intéressant d'avoir ce recul historique. Alexandre Malafaille. Ouais, en fait, ce qui est très intéressant dans ce qu'il a dit, c'est notamment la partie sur le politiquement correct. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte et dont il faut prendre toute la mesure, parce que ce politiquement correct, il a comme effet redoutable d'empêcher finalement de bien nommer les choses. Parce qu'on utilise un vocabulaire, d'une part, qui vise à éviter de faire du mal à son prochain, parce que les mots peuvent heurter, c'est un peu l'esprit du wokisme. Don't hurt me, ne me faites pas de mal avec ce que vous dites, ce que vous faites, simplement votre regard peut être une agression, donc une volonté de protéger tout le monde dans le moindre détail, mais avec cet excès de langage, cet excès de posture, finalement, on a mis de côté tout ce qui pouvait permettre des outils d'analyse, en fait, pour comprendre ce qui se passe dans la société. Et ça nous a amené, en fait, petit à petit, depuis les années 80, en effet, à laisser toute une série de sujets sensibles, parce que certains, évidemment, étaient concernés directement, à ne pas être traités, et on le voit sur maintenant toutes les dérives auxquelles on fait face. Et derrière, c'est comment maintenant on reconstruit les morceaux, comment on évite ce grand écart qui se creuse, c'est-à-dire que entre ceux qui sont wokistes, qui ont une vision de la société très sévère par rapport à l'autre camp, et réciproquement, comment un jour on refait société ensemble. Là, pour le coup, j'ai pas les mots. Il va falloir inventer une autre langue que la novlangue, ça c'est sûr. Oui, en tout cas, c'était passionnant. Messieurs, je voulais vous faire réagir un peu plus terre à terre sur cette fête des Lumières à Lyon, qui a été revisitée par le mouvement écologiste Les Soulèvements de la Terre. Alors, ça donne des messages à caractère haineux envers la police, notamment projetés sur les façades du musée des Beaux-Arts de la ville. La police blesse et tue, non à l'état policier. La violence policière est partout, ou encore Sainte-Soline. Alors on rappelle quand même ce qu'est ce mouvement écologiste, les Soulèvements de la Terre, dont Gérald Darmanin avait demandé la dissolution et qui a été rétabli par le Conseil d'État. On s'interroge un peu quand même quand on voit ce genre de message le jour de la fête des Lumières, qui est, on le rappelle, une tradition catholique, Gilles Boutin. C'est vrai que le timing est certainement choisi à dessein. Oui, c'est surtout affligeant. C'est-à-dire qu'on s'imagine ce petit commando, parce que j'imagine qu'ils se perçoivent eux-mêmes bien organisé quand même, parce que mais je ne nie pas l'organisation. Mais je dis juste qu'il faut s'imaginer une petite bande qui a vécu un moment extrêmement excitant pour mettre en place son dispositif, court-circuiter et profiter de cette manifestation pour projeter son message. Donc, ils ont bien vibré, mais tout ça n'est qu'une machine à fantasmes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vivent de fantasmes et qui vivent dans un fantasme. Pourquoi je dis un fantasme ? Parce qu'il faut voir leur discours qui a été présenté à cette occasion. C'est pour lutter contre un État fait de milliardaires qui avancerait avec le RN, et puis vous ajoutez à cela la police oppressive. Vous savez, un gloubi-boulga d'État profond, et avec le message. Oui, il y a le slogan, mais après, il y a eu tout un argumentaire ajouté. Et donc, ces gens vivent pour lutter contre quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire un État profond qui tirerait les ficelles pour imposer on ne sait quel État haineux, fait d'une police qui tuerait, selon eux, alors que j'ai regardé les chiffres, en 2014, il y a eu 15 000 agressions de policiers. Non, 15 000 policiers blessés. Bon, ça, ils en parlent pas. 15 000 blessés, et dont 6 000 par agression. Donc 6 000 policiers agressés en 2014. J'aimerais bien avoir le ratio en face. Et surtout, en plus de ça, on a quand même des gens qui prennent comme porte-étendard des noms, Adama Traoré ou Naël, des personnes qui sont mortes, mais qui ont tout fait individuellement pour se retrouver dans des situations particulièrement dangereuses, qui auraient pu, par leur action, positivement réduire leur exposition à l'éventualité que ça tourne mal. Or,
Or non, ça n'existe pas. Dire la réflexion sur ce qui a amené au drame est absente. Vous croyez pas si bien dire Gilles Boutin, parce que Sébastien Delogu, alors c'est pas que ça m'amuse de le passer, parce que pour ma part, sa parole ne m'inspire pas forcément, mais tout de même, un candidat à l'élection municipale de Marseille, il récolte à peu près 18% dans les sondages, ça fait beaucoup. Écoutez ce qu'il dit pour son premier meeting, il surfe totalement sur ce que vous venez de dire, la police tue, et en présence notamment d'Assa Traoré, la sœur justement d'Adama Traoré. Écoutez ce qu'il dit sur la police. Le combat qu'elle mène, ça doit être celui de toutes et tous ici dans cette salle. Parce que oui, c'est vrai, ça les fait criser quand on dit que la police tue. Mais la police, elle a tué son frère. Vous les entendez, hein? Ils viennent, ils nous disent que ce que nous disons, ce n'est pas la bonne chose, que c'est pas vrai. Mais vous n'avez pas à nous faire de leçons. Nous, on réclame une police qui nous protège, pas qui nous tue. Moi, si je peux réagir là-dessus, c'est qu'en creux, il accuse tous les gens qui l'écoutent d'être des truands. Adama Traoré avait un pédigré quand même assez salé. Il a commis des choses en prison atroces. Alors il a été arrêté, il est mort. C'est déplorable qu'il soit mort. Mais dans des circonstances où il y a eu un aspect physique qui est entré en jeu, les policiers n'avaient clairement pas l'intention de le tuer. Il a fui. Et donc là, qu'est-ce qu'il dit? Ça veut dire qu'il considère que tout son auditoire, c'est des Adama Traoré en puissance, et que donc il est le candidat des criminels. Oui, parce que c'est très grave lors d'un meeting de déclarer justement ce genre de choses avec des jeunes parfois aussi crédules, Alexandre Malafaille, de véhiculer cette idée. Oui, c'est confondant, parce que derrière, ça fabrique beaucoup d'idiots utiles. C'est-à-dire que tous ces gens y croient. On leur bourre le mou et on se sert d'eux comme d'une chair, non pas une chair à canon, mais une chair à voter, pour en effet, effectivement, essayer de mettre au pouvoir des gens qui développent ce type d'idéologie. Moi, ce que j'espère un jour, c'est que, on en parlait tout à l'heure avec Gilles Boutin en coulisses, j'aimerais qu'un jour, les forces de l'ordre dans ce pays disent que finalement, elles ne protègent plus ces gens-là. Que les élus qui se permettent de tenir de tels propos et qui sont protégés au quotidien, parce qu'il ne faut pas croire que M. Delogu, il n'a pas une protection autour de lui. Il a besoin effectivement des forces de police et de sécurité. Elles ne le feront pas, c'est comme les médecins je suis d'accord. Vous voyez, parce que c'est par essence, un moment donné, oui, mais par c'est leur devoir et ce sont des gens d'honneur. Ces gens sortent du jeu. Et moi, ce qui me navre, c'est que l'État ne sait plus se défendre aujourd'hui. On le voit avec ce qui s'est passé à Lyon, on le voit en permanence avec le droit, on le voit que, en effet, au nom du droit, les soulèvements de la terre ne sont pas dissous alors qu'ils auraient dû l'être et qu'ils sont une menace contre nous, parce qu'ils utilisent effectivement des arguments, une idéologie. Alors d'accord, ils y croient, mais à un moment donné, parce qu'on croit à quelque chose, qu'il faut en permanence s'occuper de l'espace public et essayer de rentrer dans la tête de l'autre. C'est ça qui est extrêmement dangereux. Et alors si encore ils étaient simplement seuls à être idiots et en croyant qu'ils sont utiles, mais ils sont utilisés. C'est surtout ça qui est un problème, parce qu'au bout du compte, on retrouve ceux qui tirent les ficelles, comme quand on parle du wokisme ou autre, on trouve des gens qui utilisent tous ces populations, cette agitation, pour en faire leur miel électoral. Et ça, c'est redoutable. Écoutez, Éric Coquerel, qui est peut-être... Oui, j'allais y venir d'ailleurs, à Mélenchon, mais je voulais vous faire quand même aussi écouter Éric Coquerel, qui est qui a un peu plus peut-être d'expérience et un petit peu plus, pardonnez-moi, de culture que Sébastien Delogu, mais pour lui, c'est une opinion, la police tue. C'est assez vieux que, comme le monde, j'allais dire, ou en tout cas comme la démocratie, qu'à certains moments, des banderoles soient apposées dans des lieux publics pour exprimer une opinion. C'est une opinion, la police tue? Oui, c'est une opinion. On peut ne pas être d'accord, mais c'est une opinion. Généraliser, dire la police tue, c'est une opinion. La question, vous me demandez est-ce que c'est une opinion? Vous ne me demandez pas si je suis d'accord ou pas avec. C'est une opinion de dire que la police tue, la police blesse. Je ne vais pas les condamner. Non, je ne vais pas les condamner. Je pense que peut-être qu'on peut estimer que c'est pas lieu. Peut-être qu'on peut estimer, les organisateurs peuvent estimer que la fête des Lumières est ainsi instrumentalisée. Ça, c'est autre chose. Mais sur le fond, alors moi, j'écrirais pas la police tue. Je dirais certains policiers tuent de manière. Ah, mais c'est très différent. Oui, non, mais je vais vous expliquer, parce que le fait que la police tue, c'est un fait, la police peut tuer. La question, c'est de savoir à quel moment, on va dire, elle le fait de manière légitime. On ne va pas faire un cours de français, mais la police tue, pour moi, c'est une affirmation, c'est pas une opinion telle qu'il puisque le droit est censé être utilisé en permanence pour se défendre, je pense qu'il faudrait justement aller sur le terrain du droit. C'est peut-être la seule façon. On a décidé aujourd'hui qu'on criminalisait un certain nombre de propos, notamment quand il s'agit d'antisémitisme, quand il s'agit de négationnisme. Pourquoi est-ce que quand on a tout d'un coup, on prend la décision d'assumer un propos qui est dire la police tue? Eh bien non, on devrait considérer que ce type d'expressions, qui sont des incitations à la haine tout simplement, devrait en effet faire partie d'un registre de ce qui est interdit de dire, parce que ce n'est pas vrai et parce que ça incite en effet les uns à se monter contre l'autre. On devrait aller vers ce type de légifération, puisqu'il n'y a pas moyen de lutter contre toutes ces dérives autrement que par le droit. Eh bien, allons sur le terrain du droit.
Gilles Boutin, j'imagine que vous êtes d'accord avec Alexandre Malafaille. Et pour prolonger ce que vous disiez tout à l'heure, Alexandre, vous avez entendu certainement cette commission d'enquête hier. Y a-t-il un lien entre les mouvements politiques et les réseaux islamistes, en l'occurrence LFI, puisque c'était Jean-Luc Mélenchon qui était interrogé hier avec une forme d'habileté dangereuse tout de même, Gilles Boutin. C'est intéressant que vous fassiez la transition entre Éric Coquerel et Jean-Luc Mélenchon, parce qu'on comprend mieux pourquoi Jean-Luc Mélenchon est le chef et pas Éric Coquerel. Éric Coquerel est quand même très pâteau. En crescendo là avec c'est-à-dire qu'Éric Coquerel, parlant de la police, c'est vraiment pâteau, je trouve. C'est-à-dire qu'il essaie de s'en sortir. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de la sincérité chez lui. Il essaye de trouver une voie qui lui permet de ne pas désavouer ses acolytes et puis d'être un peu plus dans le champ de la vérité en disant il y a des policiers, même si on voit bien que c'est assez, comment dire, c'est révoltant pour les policiers de dire de telles choses. Jean-Luc Mélenchon, lui, je suis entièrement d'accord. Il est assez impressionnant d'habileté. C'est un travail d'équilibriste vraiment à cet égard impressionnant auquel il s'est livré en commission, parce que il n'a commis aucune erreur, on va dire. C'est-à-dire que on sait que les filles baignent dans une espèce de connivence permanente. Et d'ailleurs, j'ai avec moi le livre de Omar Youssef Souleiman, qui est un journaliste d'origine syrienne et qui a été effaré de constater que lui, venant d'une dictature en France, il se retrouvait avec des représentants de la gauche qui étaient censés être les héritiers d'idées révolutionnaires et émancipatrices, de les voir manifester aux côtés de fréristes, de personnes qui avaient vraiment des liens directs avec les islamistes. Et donc, oui, Jean-Luc Mélenchon, c'est assez fort parce que j'ai relevé plusieurs de ces citations. Et il reconnaît l'existence d'une menace islamiste au milieu de bien d'autres. Voilà, de façon comme ça, pas vu, pas pris, je suis perché. Il appelle à ne pas confondre l'islam et l'islamisme avec le terrorisme. Et puis, il dit aussi, alors là c'est génial parce qu'il prend aucun risque, il dit il n'a aucune sorte de sympathie pour le régime iranien. Mais il prend pas de risque parce qu'il n'y a pas beaucoup d'affinité, en tout cas, avec la population musulmane en France, puisqu'ils sont essentiellement sunnites et pas tellement chiites. Il dit aussi qu'il a toujours défendu sa vision de la laïcité protectrice de la liberté de culte et qui n'est pas un athéisme d'État, mais il a un peu évolué sur la question et je cite, il a renoncé à une forme d'anticléricalisme grossier. Donc il a un peu évolué, voilà, c'est vrai qu'il détestait le voile à une époque et puis maintenant c'était un peu grossier. Donc il est sur cette ligne de crête et c'est redoutable parce que oui, il maintient le double discours sans se mettre en danger avec sa clientèle et vis-à-vis du droit. Ses adversaires, parce qu'on prédit parfois un deuxième tour, on n'y est pas du tout encore, mais on entend ici ou là, s'imaginer un deuxième tour entre Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon, devront en tout cas s'adapter au discours plutôt habile, effectivement, Alexandre Malafaille. C'est dommage qu'une intelligence et une culture comme celle-là ne mettent pas ses neurones au service, je dirais, de l'intérêt général et non pas au service de cette espèce de radicalité de la société.